Vous allez maintenant découvrir comment préparer les impressions dans AutoCAD. Dans un premier temps, quand vous êtes dans l'espace objet et que vous avez terminé de dessiner, vous apercevez à côté de l'onglet Objet des onglets qui s'appellent Présentation 1 et Présentation 2. Par défaut, il y a toujours ces deux onglets. Vous pouvez les utiliser, vous pourrez en rajouter autant que vous voulez. Ces onglets vont contenir le format de papier, le système d'ancrage et tout ce que vous voulez ajouter à votre impression. Si on regarde attentivement la présentation 1, vous voyez la feuille de papier. Pour l'instant, cette feuille, on ne sait pas du tout quel est son format et ça n'a pas d'importance. Vous allez trouver aussi un cadre en traits discontinus qui est le cadre de limite d'impression. Tout ce qui est en dehors de ce cadre sera totalement ignoré à l'impression. Et vous pouvez avoir, au milieu, une fenêtre qui montre tout ou partie de l'espace objet. Cette fenêtre, en général, on ne la gardera pas. Pour pouvoir créer une impression, il faudra définir un format de papier, un système d'ancrage et un certain nombre d'autres paramètres qui concernent le papier. Pour y accéder, vous pouvez soit faire un clic droit sur l'onglet de la présentation courante et choisir Gestionnaire des mises en page, soit vous regardez en haut dans le ruban l'onglet Présentation, vous cliquez dessus et vous trouvez le bouton Mise en page. Dans les deux cas, vous arrivez au même endroit. Nous verrons les mises en page juste après. Concentrons-nous sur les présentations. Vous pouvez ajouter des présentations de différentes manières. Soit avec le petit plus qui permet d'ajouter une nouvelle présentation vierge, soit en faisant un clic droit, déplacer ou copier, qui vous permettra soit de déplacer une présentation, la présentation sélectionnée, soit d'en créer une copie conforme. Cette copie conforme contiendra absolument tout ce qu'il y a dans cette présentation. C'est pour cela que, en général, quand on crée des copies conformes, on les crée une fois que la présentation est totalement réalisée. Vous pouvez aussi, et c'est préférable, nommer chaque présentation. Une présentation, c'est un plan. Donc, quand vous nommez une présentation, nommez-la avec le nom que vous allez donner au plan. Pour la nommer, vous double-cliquez sur le nom, comme ceci, ou alors vous effectuez là encore un clic droit, renommer. Vous pouvez aussi supprimer une présentation. Il vous suffit de choisir Supprimer. Vous pouvez donc gérer sans aucun problème toutes les présentations de manière très simple. Si vous voulez déplacer un onglet, vous pouvez aussi faire un clic gauche maintenu, puis vous déplacez la présentation de manière à changer l'ordre d'affichage des onglets. Une fois que vous y aurez ajouté tous les éléments nécessaires, à savoir les fenêtres de présentation, les annotations, les tableaux, la bordure de propreté et pourquoi pas les taquets de pliage, vous pourrez imprimer les présentations soit une par une, soit les publier dans leur ensemble. Passons maintenant aux mises en page pour définir un format de papier. Par exemple, ici j'aimerais définir un format de papier A3 au format paysage et un format de papier A4 en portrait. Pour cela, je vais cliquer sur l'un des onglets de présentation, effectuer un clic droit et choisir Gestionnaire des mises en page. Dans le Gestionnaire des mises en page, vous allez découvrir une liste. Cette liste va vous montrer
les différentes présentations possibles avec leur nom. Ces présentations sont encadrées par 2 astérisques. Certaines personnes vous diront, vous sélectionnez la présentation et vous faites modifier pour définir le format de papier. Effectivement, ça marche, mais uniquement pour la présentation courante. Tout le travail de définition du format de papier, etc., ne pourra pas être réutilisé. C'est donc une assez mauvaise idée. Ce que vous pouvez faire, c'est cliquer sur Nouveau pour créer ce que l'on appelle une mise en page, qui sera indépendante de chaque présentation. Cette mise en page, on va la nommer en général selon le format de papier. Ici, A3 paysages, et je valide. Et maintenant, on va définir cette mise en page. La toute première chose à faire, c'est de choisir l'imprimante. Vous cliquez dans la liste et vous choisissez l'imprimante. Ça peut être une vraie imprimante ou alors, si vous voulez créer des PDF, vous allez choisir DWG to PDF, qui est une imprimante virtuelle. Une fois cette imprimante virtuelle choisie, et comme c'est pour faire du PDF, vous allez définir les options de PDF. C'est très important car en fonction de ces options et en fonction du type d'imprimante ou de traceur que vous allez utiliser, les impressions fonctionneront bien ou pas. Je clique sur PDF options et ici, je vais définir les options. D'abord, je peux ou non cocher afficher les résultats dans le visualiseur. Cela veut dire qu'une fois que l'impression est lancée, il va afficher le PDF dans votre visualiseur PDF. Dans qualité du vecteur, je vous conseille de mettre 1200 points par pouce. Ça permet d'avoir une meilleure finesse d'impression, notamment pour les courbes. Dans qualité de l'image raster, 300 points par pouce suffisent pour les images bitmap que vous pourriez avoir ajoutées, comme par exemple un logo. Dans gestion de la fusion, il y a 2 possibilités, écrasement des lignes et fusion des lignes. Écrasement des lignes, cela veut tout simplement dire que la dernière ligne dessinée, quelle qu'elle soit, va éliminer les autres lignes. Cela peut mener à des incohérences. En dessin technique, c'est le trait le plus épais qui remporte. Vous choisirez donc plutôt fusion des lignes. Dans Données, vous allez décocher Inclure les informations sur les calques, les hyperliens et Créer des signets. Ces 3 types de données peuvent empêcher certaines imprimantes de fonctionner comme il faut. Dans Traitement des polices, vous cocherez Capturer les polices utilisées dans le dessin. Cela vous évitera d'avoir des soucis avec des PDF où, à la place de vos textes, vous allez voir des petits carrés ou des petits points. Dans Format de papier, vous allez choisir le format de papier adapté. Ici, on veut un format A3 en paysage. Vous cliquez sur la liste et vous allez trouver des tonnes de formats de papier. Faites bien attention, quand on crée des PDF, on a besoin d'un format de papier sans marge d'impression. Donc, je vous conseille fortement d'utiliser les formats de papier ISO Full Bleed, c'est-à-dire sans marge d'impression, et ici on veut un format A3. Vous pouvez prendre l'un ou l'autre des 2 formats A3, ça n'a pas d'importance. Tout simplement parce que l'orientation du dessin est définie dans Orientation du dessin. Ici, Paysage. Dans Zone du tracé, vous laissez Présentation puisque nous sommes en train de créer ce que l'on appelle une présentation. Dans Décalage du tracé, vous laissez 0, 0. Dans Échelle du tracé, laissez bien échelle 1 pour 1, en vérifiant bien que vous avez bien 1 mm. Rappelez-vous, dans l'espace papier, l'unité, c'est exclusivement le millimètre. Et vous n'avez pas le choix, si ce n'est le pouce. Mais vous n'avez pas d'autres unités de travail. Ne cochez jamais mettre à l'échelle les épaisseurs de ligne, vous auriez des surprises. Dans Table des styles de tracé, vous allez pouvoir définir l'ancrage, mais nous revenons dessus dans quelques vidéos.
Dans les options de fenêtre ombrée, ne touchez à rien. Cette option ne concerne que la 3D. Et dans les options de tracé, je vous conseille de cocher tracé avec épaisseur de ligne, de cocher transparence de tracé au cas où vous ayez utilisé des transparences dans les calques, et de tracer avec les styles de tracé. Si cette case est décochée, tout ce qui sera choisi dans table de style de tracé ne servira à rien. Vous pouvez décocher tracé espace papier en dernier, sauf si vous constatez que, quand vous faites des annotations, elles passent par-dessous le dessin. Et dans ce cas-là, vous cocherez tracé espace papier en dernier. Mais rappelez-vous, cela va ralentir le processus d'impression. Ne cochez pas masquer les objets de l'espace papier puisque vous ne verriez absolument pas du tout ce qui a été défini sur l'espace papier. Une fois que vous avez défini tout cela, vous appuyez sur OK et vous avez défini votre première mise en page. Cette mise en page n'est pas entourée d'astérisques, c'est ce qui la différencie des présentations. Maintenant, pour affecter cette mise en page à une présentation, vous la sélectionnez et vous cliquez sur Définir courant. Vous ne pouvez travailler que sur la présentation sélectionnée, c'est-à-dire celle qui est mise en valeur à cet emplacement. Vous ne pouvez en aucun cas travailler sur les autres. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Fermer et vous avez appliqué une mise en page à la présentation courante. J'ai tout paramétré pour pouvoir imprimer mon document, mais voilà, j'aimerais pouvoir imprimer ce document non pas en couleur, mais en noir. Et pour cela, je vais utiliser ce que l'on appelle la table des styles de tracé. Pour y accéder, je fais un clic droit sur l'onglet de la présentation et je vais dans le gestionnaire des mises en page. Puis, je viens sélectionner la mise en page, car c'est une option de mise en page, que je vais modifier. Et dans cette mise en page, je vais lui indiquer que je veux la table de style de tracé monochrome et je vais cocher Afficher les styles de tracé. Une fois que c'est fait, j'appuie sur OK. OK. Fermé. Et la table de style de tracé a fait son effet. C'est-à-dire qu'ici, j'ai bien un affichage en noir. Tout apparaît en noir. Cela marche pour une raison. J'ai utilisé exclusivement les couleurs de l'index. Si je regarde les couleurs utilisées dans les calques, je vais constater que j'ai des couleurs avec des numéros, donc ce sont bien les couleurs de l'index. Et imaginons maintenant qu'au lieu de tout imprimer en noir, j'aimerais que les couleurs les plus claires, comme le vert et le cyan, les couleurs 70 et 141, soient imprimées avec des nuances plus sombres. Mais je veux quand même imprimer en couleur. Je vais définir une nouvelle table de style de tracé. Je retourne sur Vue d'ensemble, clic droit, gestionnaire des mises en page, puis je sélectionne ma mise en page, je fais modifier. Dans table des styles de tracé, je clique sur la liste et à la place de monochrome, je vais choisir nouveau. Dans ajouter une table de style des tracés, je n'ai pas le choix. Dans début, il me propose de commencer avec un brouillon, mais de toute façon, je n'ai pas d'autre possibilité. Je fais suivant. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler sans couleur claire et suivant. Avant d'appuyer sur le bouton terminer, je vais éditer la table de style de tracé pour pouvoir faire les modifications. Je clique sur éditeur de la table de style de tracé et je vais dans Vue de la feuille voir à gauche les couleurs de l'index et à droite, pour la couleur de l'index sélectionnée, les caractéristiques de cette couleur. La seule caractéristique qui va nous intéresser, c'est couleur. Et je vais aller chercher la couleur 70, un vert un petit peu clair, et dans couleur, ici, je vais choisir un vert beaucoup plus sombre.
Je vais dans le sélecteur de couleurs, couleur de l'index, et je vais prendre ce vert-là, le vert 74, qui est beaucoup plus sombre. Et je vais faire pareil avec la couleur 141. Je la sélectionne, je vais dans les propriétés de couleur, et je vais choisir ici directement le bleu. Une fois que j'ai fait la modification de toutes les couleurs qui posaient problème, je fais enregistrer et fermer. Puis, terminer. Je vais ici pouvoir vérifier que ma table de style de tracé a bien été prise en compte. Je laisse cocher afficher les styles de tracé de manière à voir ce que cela donne et j'appuie sur OK. Je valide. Je ferme le gestionnaire des mises en page et je n'oublie pas que AutoCAD met parfois du temps à réagir pour ce genre d'opération. Je vais le forcer à recalculer l'affichage, je vais taper la commande régénérer tout, je tape RGT et Entrée. Et là, comme vous pouvez le voir, les couleurs les plus claires ont été remplacées par des couleurs beaucoup plus sombres. On le voit bien avec le bleu et le vert sombre par rapport au cyan et au vert clair de tout à l'heure. D'ailleurs, si je retourne dans l'espace objet, je retrouve les couleurs d'origine. La table de style de tracé est donc un outil qui permet de transformer certaines couleurs d'affichage en d'autres couleurs pour l'impression. Mais cela ne fonctionne qu'avec les couleurs de l'index. AutoCAD n'est pas un logiciel qui va vous simplifier la vie au niveau des échelles. Tout simplement, il ne fait pas de calcul automatique de l'échelle en fonction de l'unité de dessin que vous avez choisie, contrairement à Revit ou à Archicad ou d'autres logiciels du même genre. Par exemple, j'ai réalisé cette maison en millimètres dans l'espace objet. Autour, il y a un cadre. Je le sélectionne et je vois apparaître au milieu une espèce de petite flèche. Je clique sur cette flèche qui va me permettre d'accéder aux échelles. Et je veux par exemple l'échelle 1/50e. Alors vous pouvez constater que la liste des échelles est un petit peu curieuse pour du bâtiment, mais c'est la liste par défaut. Je clique sur le 1/50e et qu'est-ce qui s'est passé? La maison a bien été mise au 50e. Mais le cadre de la fenêtre, lui aussi, a gardé la même proportion. C'est-à-dire qu'il a été réduit. C'est pas forcément ce que je voulais faire. J'annule l'opération et je recommence, mais d'une autre manière. Parce qu'ici, on a une autre possibilité pour changer l'échelle. Une fois que vous avez sélectionné le cadre de la fenêtre, vous allez trouver à cet emplacement échelle de la fenêtre sélectionnée. Vous cliquez sur la liste et vous allez trouver les mêmes échelles. Vous cliquez sur 1/50e et là, vous pouvez constater que la maison a bien été réduite au 50e, mais par contre, le cadre n'a pas bougé. C'est un progrès. Pour cela, pas de problème. Imaginons maintenant que j'ai dessiné la maison en mètres. Je vais faire la même opération. Je sélectionne le cadre de la fenêtre et je vais venir ici choisir l'échelle 1/50e. Oups! On ne la voit plus. En fait, la maison, elle est là. Elle est devenue microscopique. Vraiment microscopique. Pourquoi donc? Eh bien, c'est une question d'unité. Dans l'espace objet, du fichier précédent, j'avais travaillé en millimètres. J'étais donc en millimètres dans l'espace objet et je suis obligatoirement en millimètres dans les présentations. Ça veut dire que quand j'ai fait une échelle 1/50e, il a bien tenu compte du 1/50e puisqu'on était dans la même unité entre l'espace objet et la présentation. Si j'ai fait mon dessin en mètres, le problème est différent. Je suis en mètres dans l'espace objet et en millimètres dans la présentation. Ça pose problème. Parce que pour le calcul des échelles, il faut avoir la même unité des deux côtés. Comme je ne peux pas changer l'unité de la présentation, il faut que je convertisse dans ma tête l'unité utilisée dans l'espace objet. 1 mètre,
c'est 1000 mm. Donc si je travaille en mètres dans l'espace objet, j'ai une échelle par défaut de 1 millième pour la présentation. Si en plus j'ajoute un cinquantième, je suis à 1/50 millième. C'est pour ça que ma maison est devenue microscopique sur la feuille. Ce qui veut dire que quand vous allez travailler dans une autre unité que le millimètre dans l'espace objet, il faut refaire toute la liste des échelles. Je resélectionne ici la fenêtre et je vais demander ajuster au format. C'est pas une échelle, c'est juste qu'il va afficher l'élément le plus grand possible par rapport au cadre de la fenêtre. Et une fois que c'est fait, je vais voir comment faire pour transformer les échelles qui sont prévues pour du millimètre en échelles prévues pour du mètre dans l'espace objet. Je viens dans la liste de tout à l'heure, mais au lieu de choisir un nombre, je vais dans personnaliser. Et dans personnaliser, je vais d'abord sélectionner toutes les échelles sauf la 1 pour 1 et je vais tout simplement les supprimer. Il va me garder le 1/50e tout simplement parce que je l'ai utilisé, mais ce n'est pas extrêmement grave. Une fois que j'ai fait le ménage, je vais pouvoir ajouter de nouvelles échelles. Mais ces échelles, je vais les prévoir pour le mètre. Je fais ajouter. Par exemple, j'aimerais avoir une échelle 1 centième. Je vais taper d'abord le nom de l'échelle 1, 2.100. Ce n'est qu'un nom. En dessous, dans Propriétés de l'échelle, dans Unité de papier, je vais saisir l'unité que j'ai utilisée dans l'espace objet convertie en millimètres. Dans l'espace objet, j'ai travaillé en mètres. 1 mètre, c'est égal à 1000 mm, donc ici, je vais taper 1000. Cela veut dire que toutes les échelles pour ce dessin, dans Unité de papier, j'aurai 1000. Dans Unité de dessin, je vais taper l'inverse de l'échelle que je veux obtenir. Je veux obtenir 1 centième. L'inverse de 1 centième, c'est 100. Je tape 100. Et OK. Et maintenant, je vais voir ce que ça donne. Je sélectionne ici le cadre de la fenêtre et je vais choisir dans la liste 1 centième. Et là, ça marche. Je vais en profiter pour régénérer. Je tape RGT et je vais vérifier la présentation 2. La présentation 2, aucun problème. Il n'y a rien d'extraordinaire, je vais juste la supprimer. Maintenant, je vais retourner à ma liste d'échelles. Je retourne dans Personnaliser. Je devrais pouvoir normalement supprimer un cinquantième. Je la supprime, pas de problème. Je vais la rajouter, mais prévue pour un affichage par rapport à du mètre. Je fais Ajouter. Je tape 1, 2.50. Dans Unité de papier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais taper 1000. Puisque j'ai travaillé en mètres, et dans Unité de dessin, je tape 50. OK. OK. Je n'ai plus qu'à sélectionner le cadre de la fenêtre et à aller chercher dans la liste un cinquantième. Et le tour est joué. Et évidemment, il faudrait que je rajoute toutes les échelles dont j'ai besoin. Je retourne dans Personnaliser, parce que j'aimerais aussi donner un petit peu d'ordre. 1 pour 1, c'est l'échelle qu'on ne peut pas changer. 1 centième devrait être après, donc je vais utiliser le bouton Descendre, de manière à avoir une liste dans l'ordre. Si je travaille dans le bâtiment, il faudrait que j'ajoute une échelle 1 vingtième, peut-être 1 25e, une échelle 1 75e, 1 125e, 1 200e, voire 1 250e. En fait, il faudrait que j'ajoute toutes les échelles qui sont disponibles sur un Kutch bâtiment. Lorsque l'on prépare ces impressions, on aime cadrer précisément ce que l'on veut montrer sur un plan. Dans AutoCAD, on peut le prévoir bien à l'avance. Par exemple, j'aimerais pouvoir, ici, définir une vue de l'ensemble et une vue de chaque vue de cette pièce. Vue de face et vue de droite.
Comment faire? Eh bien, on va utiliser justement la notion de vue. Vous allez trouver les vues dans l'onglet Vue. Et dans l'onglet Vue, dans Vue existante, vous avez la possibilité de créer une nouvelle vue. Vous avez aussi Vue enregistrée qui liste toutes les vues disponibles et on a aussi accès au gestionnaire de vues qui permettra de gérer les vues et de voir les vues qui ont été créées. On va commencer par la vue générale. Je clique sur Nouvelle vue et dans Nouvelle vue, je vais d'abord donner un nom à la vue. Je vais l'appeler Générale. Dans Catégorie de vue, vous pouvez constater qu'il n'y a rien. Vous pouvez créer une catégorie de vue. Je l'appelle 2D. Type de vue, ce sera une vue statique. Le contour, il me propose soit l'affichage courant, soit de définir une fenêtre. Le plus précis étant de cliquer sur Définir une fenêtre. Il me montre ce que donne actuellement l'affichage. Je vais cadrer au plus près ce qui m'intéresse, à savoir de là jusque là. Et une fois que c'est fait, je valide avec Entrée. Il a donc intégré le cadrage précis que j'ai fait. Et j'appuie sur OK. Maintenant, j'aimerais bien avoir une vue de cette vue. Je reclique sur Nouvelle vue. Je vais l'appeler droite. Catégorie de vue, c'est de la 2D, donc je laisse 2D. Je choisis Définir une fenêtre et je cadre cette vue au plus près. Et Entrée. OK. Et je fais pareil pour la dernière. Ce sera la vue de face. Toujours la catégorie 2D. Je définis là encore une fenêtre. Je fais attention aux accrochages aux objets. Et je viens cadrer au plus près. Et je valide. Et une fois que j'ai terminé, j'appuie sur OK. Une fois que toutes mes vues sont enregistrées, je vais pouvoir passer de l'une à l'autre. Pour passer d'une vue à l'autre, on pourrait passer par la liste des vues. Vous verrez ici, droite, face et générale, qui sont les vues que l'on vient de créer. Vous avez ensuite d'autres vues, mais qui sont des vues 3D. Donc faites bien attention. Et il faut juste cliquer sur la vue qui vous intéresse. Il va cadrer sur cette vue. Ou sur celle-là. Ou sur celle-là. On a donc accès aux vues sans aucun problème. Vous pouvez aussi y accéder via cet onglet. Vous cliquez dessus. Vous choisissez Vue du modèle personnalisé et vous allez retrouver vos vues. Il suffit de cliquer dessus là aussi. L'un ou l'autre, le résultat est le même. Mais ce qui va être intéressant, c'est que dans une présentation, je vais pouvoir utiliser les vues. Pour cela, je vais cliquer sur l'onglet Présentation qui se trouve dans le ruban et je vais choisir dans Fenêtre de présentation, Insérer une vue. Je déplie le bouton, je choisis la vue qui m'intéresse et je viens la placer. Ensuite, il faudra sélectionner le cadre de la vue, puis indiquer l'échelle à laquelle vous voulez que cette vue apparaisse. Il faudra bien choisir une échelle adaptée à votre format de papier. Une fois que vous avez créé vos présentations, que vous avez créé les mises en page et appliqué les mises en page aux présentations, et que vous avez ajouté sur la présentation les éléments de base comme bordure de propreté, etc., vous allez pouvoir mettre en place les fenêtres de présentation. J'ai l'habitude de les mettre sur un calque non imprimable que j'ajoute et que je rends courant. Ensuite, je vais sur l'onglet Présentation en haut et je vais aller dans Fenêtre de présentation, choisir à cet emplacement, par exemple, une fenêtre rectangulaire. Vous avez le choix entre une fenêtre rectangulaire, une fenêtre polygonale, ou alors vous pouvez transformer
un objet fermé, comme un cercle, une ellipse, une polyline fermée ou une spline fermée, en fenêtre. Mais là, je vais me contenter d'une fenêtre rectangulaire. Ensuite, je la dessine, donc je peux m'accrocher à la bordure de propreté de part et d'autre. Et j'ai ici mon dessin qui apparaît. Chose très importante, ce que vous voyez, c'est ce qu'il y a dans l'espace objet. Je peux rentrer dans la fenêtre en double-cliquant. Et dans ce cas-là, si je fais un zoom, avant ou arrière, je change l'échelle de la fenêtre. Si j'appuie sur la molette et que je bouge, je change le cadrage de la fenêtre. Donc faites bien attention, vous pouvez recadrer, vous pouvez ajuster à peu près le zoom pour obtenir quelque chose d'à peu près bon, mais ça ne sera pas très précis. Une fois que vous avez recadré à peu près comme il faut ressortir de la fenêtre. Pour ressortir de la fenêtre, je vous conseille de taper EP, espace papier, de manière à être sûr de ressortir de cette fenêtre. Ensuite, pour régler l'échelle, vous sélectionnez le cadre de la fenêtre. Si vous avez activé cycle de sélection, vous choisirez bien fenêtre. Et ensuite, dans la liste des échelles, vous allez pouvoir choisir l'échelle la plus appropriée. Je vais essayer l'échelle 2. Ça fonctionne, pas de problème. Je vois donc ici les éléments de la fenêtre. Je pourrais aussi modifier la taille de la fenêtre. Je la sélectionne. Je prends une des poignées. Vous voyez que ce ne sont pas les mêmes poignées que pour un rectangle. Il n'y en a que 4, une à chaque angle. Et si vous baissez les poignées, vous allez pouvoir recadrer votre vue sans aucun problème, mais ça ne change pas le contenu. Il a gardé la même échelle. Vous pouvez aussi déplacer cette vue pour la caler un peu plus bas, un peu plus haut, comme vous voulez, ou pour faire de la place pour ajouter d'autres vues. Par exemple, au-dessus, j'aimerais dessiner un cercle avec un détail de cette partie-là. Je fais un cercle, comme ceci. Ce cercle, je vais le passer sur le calque papier parce que je veux qu'il soit apparent. Ensuite, dans Présentation, je viens choisir dans Fenêtre de présentation non plus rectangulaire ou polygonale, mais Objet. Je sélectionne le cercle et AutoCAD le transforme en fenêtre. J'ai la même possibilité que dans le reste des fenêtres, c'est-à-dire que je vais pouvoir ici faire un zoom approximatif et cadrer grosso modo ce que je veux voir. Et ensuite, je sélectionne la fenêtre et je vais venir ici choisir une échelle. Par exemple ici, une échelle 4. Et ensuite, je tape RGT pour harmoniser les types de traits. Si vous trouvez les types de traits trop fins ou trop gros, on peut les ajuster avec la commande ECHLTP. Je tape ECHLTP, Entrée, et je vais pouvoir ici lui dire l'échelle que j'ai tapée précédemment, elle est trop petite. J'ai par exemple ici tapé 0.5, et je vais avoir quelque chose d'un petit peu plus lisible. J'ai créé ma première présentation complète avec la bonne échelle, etc. Et maintenant, j'aimerais faire les dessins des deux pièces, les dessins de définition des deux pièces, la pièce qui est en bleu clair et la pièce qui est en orange. Comment faire? Je vais d'abord dupliquer cette vue 2 fois. Donc, je sélectionne ma vue d'ensemble, je fais créer une première copie. Puis, je refais la même opération, déplacer ou copier. Je coche créer une copie, je fais placer par exemple à la fin, et je vais renommer ces vues pièce 1 et pièce 2. Donc la première, pièce 1, et la deuxième, pièce 2.
Par défaut, j'ai exactement la même chose. Je vais travailler avec les calques. Il y a des propriétés particulières dans les calques qui concernent uniquement les présentations. Et plus exactement, les fenêtres de présentation. Donc la pièce 1, ce sera la pièce qui est en Sion. Je double-clique dans cette fenêtre. Faites bien attention de ne pas accrocher le zoom. Puis ensuite, je vais taper PL pour accéder à la palette des calques. Dans la palette des calques, je retrouve évidemment tous mes calques. Ce qui va m'intéresser, c'est la pièce 1. La pièce 1, celle qui est en couleur 141. Pour la retrouver plus facilement, je vais trier par couleur. Voilà, donc contour pièce 1, cache pièce 1. Tout le reste, je vais le rendre invisible, mais uniquement invisible dans cette fenêtre. C'est-à-dire que je ne vais pouvoir utiliser ni activer, désactiver, ni geler, puisque cela ferait disparaître les calques partout. Donc d'abord, je rends un des deux calques courants, suite contour ou suite cache, peu importe lequel. Les autres calques, je vais les sélectionner, les calques de pièces, sauf axe évidemment, donc tout ce qui concerne la pièce 2, ici. Et là, je vais utiliser une commande particulière auquel on n'a accès que quand on est dans une fenêtre, c'est la fonction gel de la fenêtre. Par défaut, rien n'est gelé. Si je clique ici, tous les calques sélectionnés vont être gelés, mais uniquement dans cette fenêtre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ici, je ne vois plus que ma pièce 2 et l'axe. Mais si je retourne dans Vue d'ensemble, ou dans l'autre, ou voire même dans l'espace objet, tous les calques sont toujours présents. Voilà pour la pièce 1. Pour la pièce 2, je vais faire pareil. Je vais cliquer sur la présentation, je double-clique dans la fenêtre, je retourne dans les calques. Pour la pièce 2, c'est la pièce qui est en orange, donc je vais rendre les autres calques invisibles. Je sélectionne axe, cache pièce, contour pièce 1, cache pièce 3, contour pièce 3. Et si ici j'essaye de geler ceci, ça ne lui posera absolument aucun problème. Je referme et je vois ici uniquement cette pièce. Je ressors de la fenêtre en tapant EP et Entrée et le tour est joué. On pourrait cadrer, etc. pour faire quelque chose de plus joli, mais ce qui compte, c'est le principe. Ce qui veut dire qu'à partir d'un même plan, je peux obtenir des résultats différents. Évidemment, vous pouvez constater qu'il y a des endroits où il y a des arêtes cachées qui doivent être cachées sur cette vue, mais sur cette vue-là, elles ne devraient pas. Ce contour ici ne devrait pas être caché. Et bien ça aussi, on peut le modifier. Je redouble-clique dans la fenêtre, je revais dans la palette des calques et je vais ici lui indiquer que pour la pièce 2, tout ce qui est caché n'est plus forcément caché. C'est-à-dire que dans type de ligne tout court, je ne touche à rien. Par contre, j'ai la deuxième colonne qui s'appelle type de ligne de fenêtre et on aura la même chose pour l'épaisseur, la couleur. Et bien là, je vais lui dire attention, c'est plus caché, c'est du trait continu. Et l'épaisseur, c'est pareil. L'épaisseur, c'est plus du 0,25, c'est du 0,5. Et je peux refermer ici. Alors évidemment, ici, c'est un peu approximatif, mais le principe, c'est que vous pouvez après effectuer des modifications sur des éléments d'une seule fenêtre sans toucher aux éléments des autres fenêtres grâce à cela. Si vous ne voulez plus des remplacements, vous retournez dans la palette des calques. Vous verrez que
les calques sur lesquels il y a des remplacements ou une symbolique un peu particulière, vous sélectionnez le ou les calques où il y a des remplacements et vous faites un clic droit et vous allez chercher supprimer les remplacements de fenêtres pour le calque sélectionné, donc soit dans la fenêtre courante ou dans toutes les fenêtres, ou pour tous les calques dans la fenêtre courante ou dans toutes les fenêtres. Je peux donc revenir automatiquement aux valeurs par défaut, quoi qu'il arrive.